Le jeudi 5 octobre 2023, en partenariat avec Sciences Po Toulouse, la librairie Ombre Blanche recevait Jacques Comaille, professeur émérite de sociologie et membre de l'Institut des sciences sociales du politique à l'École normale supérieure de Cachan. Il venait présenter son dernier essai, L'esprit politique des savoirs, savoir le droit, la société, la nature, une mise en perspective, aux éditions MSH. Bonne écoute. Bonjour, je suis très heureuse et très honorée d'avoir eu l'occasion de lire et aujourd'hui de présenter ce dernier ouvrage du professeur Jacques Comaille, L'esprit politique des savoirs. Alors je vais quand même me présenter, ça se fait non ? Je m'appelle Valérie Larosa, je suis enseignante-chercheur à Sciences Po Toulouse, je suis juriste, voilà pourquoi j'aime tellement les livres de Jacques Comaille. Alors je pourrais dire la phrase habituelle, on ne présente pas Jacques Comaille, mais c'est pour le présenter du coup. Et puis je vais essayer de dire quelques mots du propos général du livre et puis poser des questions, 2 ou 3 questions, dans le but de donner à l'auditoire des clés pour entrer dans ce livre qui est un livre dense, érudit et qui pose quand même des questions un peu essentielles sur le statut scientifique du droit, de la société, de la nature et les interactions entre ces 3 registres de connaissances. Alors, Jacques Comaille, donc professeur émérite à l'École normale supérieure Cachan, professeur de sociologie. Saclay, d'accord, oui. Professeur de sociologie du droit, de la justice, de la famille. Je pourrais faire la liste de toutes les publications, mais il y en a beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages. Je voulais donner peut-être une présentation un tout petit peu plus personnelle, parce que dans votre livre, dans l'introduction, il y a une dimension autobiographique qui est très touchante. Donc, j'aimerais dire ce que représente pour une juriste qui a fait ses études dans les années 90 dans une faculté de droit ordinaire, enfin, c'est mal de dire ça de Toulouse-Capitole, en tout cas une faculté où on enseigne le droit de la façon que vous décrivez dans la première partie de votre livre, comme un savoir étanche, autonome, séparé des sciences sociales, ce que représente quelqu'un comme Jacques Comaille et le réseau Droit et Société, dont il est un des fondateurs et un des animateurs. C'est un réseau de recherche internationale qui donnait à des jeunes étudiants comme moi, qui pensaient de façon intuitive que le droit était en interaction étroite avec le politique, avec le social, et à qui on enseignait l'inverse quotidiennement. Et l'existence du réseau Droit et Société, de ses publications, de la revue, des collections, des différents ouvrages publiés à la LGDJ, et de vos ouvrages et de vos articles, c'était le phare sociologique dans la nuit du positivisme technique qui dominait les facultés de droit dans les années 90. Et voilà pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui de vous dire combien ce réseau, vos travaux, ceux d'André-Jean Arnaud, et tout ce que le réseau Droit et Société a généré de réflexion sur le droit à un niveau international, et donc avec une richesse de vue sur la diversité des traditions et des cultures juridiques, combien ça a été important. Alors, je ne vais pas faire la liste de toutes vos publications, j'ai retenu celles qui ont plus compté pour moi dans mes réflexions. L'ouvrage avec Laurence Dumoulin et Cécile Robert, La juridicisation du politique, les métamorphoses de la régulation politique, voilà des ouvrages importants. Vous le dites dans l'introduction, dans cette partie presque de confession biographique, autobiographique, vous avez côtoyé quelques grands noms de la sociologie et de la sociologie du droit. Vous parlez de votre rencontre avec Pierre Bourdieu, au moment où vous étiez encore plutôt un sociologue de la famille.
Vous parlez évidemment de Jean Carbonnier, et voilà. Donc, quelqu'un qui est important pour des juristes de ma génération parce que ses travaux, ses travaux personnels et son rôle dans le réseau Droit et Société a énormément compté, a fait exister dans le champ intellectuel français la sociologie politique du droit, la sociologie du droit. Alors aujourd'hui, vous venez avec ce dernier livre, L'esprit politique des savoirs. C'est un ouvrage extrêmement dense et dont je vais essayer de synthétiser le propos. Alors d'abord, je voulais saluer la beauté du livre et de la couverture. Je ne sais pas si vous le verrez, il est à l'entrée. L'image sur la couverture, ça m'a beaucoup touchée, cette image, que vous ayez choisi cette image. Donc c'est une œuvre de street art. C'est Shepard Fairey, qui est un artiste que j'apprécie, que vous connaissez peut-être. Si vous avez vu le visage d'Obama, c'est lui qui a produit cette image du sénateur Obama dans sa campagne politique. Et là, donc, ça illustre merveilleusement le propos du livre, puisque cette fresque murale dit « Le futur n'est pas écrit ». Et c'est un livre qui à la fois fait un retour sur le passé, mais qui est orienté vers le présent et l'avenir des sciences sociales et ce qu'elles peuvent apporter à la connaissance des sociétés, du politique, dans les enjeux contemporains, en particulier l'enjeu écologique qui est présent de façon en arrière-fond, je crois, du livre. Alors, ce livre, en fait, il est divisé en 2 parties et 6 chapitres. Vous avez choisi de construire votre réflexion autour de l'opposition entre 2 temps, le temps des certitudes et le temps des incertitudes. Le temps des certitudes, c'est un temps lointain qui rend compte de la façon dont les savoirs scientifiques ont construit les représentations du droit, de la nature et de la société, puisque ces 3 objets que vous faites dialoguer. La thèse forte du livre, c'est qu'il y a une homologie dans la façon d'appréhender ces 3 objets, la nature, la société et le droit, et que cette homologie, dans le temps que vous appelez le temps des certitudes, elle consiste à penser ces 3 objets d'une façon verticale, hiérarchique, unilatérale, et dans le temps actuel que vous appelez le temps des incertitudes, le temps contemporain et le temps du futur, l'enjeu, ce serait de renouveler les savoirs sur ces 3 objets en changeant le regard sur ces objets, en passant d'un regard que vous appelez top-down vers un regard from below, c'est-à-dire par le bas, appréhender ces objets-là d'une autre façon, donc par le bas. Donc c'est alors je voudrais pas vider la salle en disant que c'est un livre d'épistémologie, c'est-à-dire c'est une réflexion sur le statut des disciplines scientifiques, à la fois sciences sociales et sciences de la nature. Je crois que c'est une ligne force de votre pensée depuis toujours, dans tous vos articles et dans vos ouvrages. Cette question du rapport de l'interdisciplinarité, du dialogue entre les sciences sociales entre elles et entre les sciences sociales et les sciences de la nature, et la place du droit dans ce monde scientifique. Donc vous partez de cette matrice. Vous partez de ce que vous appelez la matrice juridico-politique, cette idée que ces 3 objets seraient appréhendés, leur approche scientifique serait générée par cette même matrice juridico-politique, qui est une matrice verticale, descendante, de par le haut. C'est la première question que je voulais vous poser pour rentrer dans cette réflexion, dans cette discussion autour de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous donner des éléments sur cette matrice juridico-politique? De quoi s'agit-il? Et l'autre question pour lancer la discussion, c'est le lien entre ce livre-là et votre livre d'avant. À quoi nous sert le droit?
Moi, j'ai lu ce livre-là comme en quelque sorte la conséquence épistémologique de celui-là. C'est-à-dire, dans celui-là, vous interrogez le rôle social et politique du droit, en quoi le droit permet d'agir dans le monde social, qu'est-ce qu'il permet de comprendre du monde social, si je résume à très 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 grands traits ce que j'ai compris du propos général de ce livre. Et ici, moi je l'ai lu comme ça, en quelque sorte les conséquences épistémologiques de cet ouvrage-là, c'est-à-dire si on veut que le droit tienne cette place, qu'il soit une discipline qui permet d'élucider le social et de répondre à des défis contemporains, par exemple les défis écologiques, mais pas seulement, comment faut-il que les juristes et les scientifiques approchent désormais cet objet qu'est le droit? Comment faut-il que les juristes entrent en dialogue avec les autres sciences sociales? Comment faut-il que les scientifiques qui s'occupent des sciences de la nature regardent désormais la nature avec un regard plus humble, en acceptant que les citoyens soient partie prenante, qu'ils ne soient pas exclus du champ, voilà, de cette opposition très tranchante entre les sachants et les autres, les profanes, les non-experts. Il y a dans votre livre un enjeu épistémologique, mais je crois qu'il y a aussi un enjeu politique sous-jacent qui est présent tout au long du livre. Voilà, c'était les deux questions. Elles sont un peu grosses et énormes, non, peut-être, pour ouvrir la discussion. Merci beaucoup. Si vous permettez, je vais revenir donc sur deux, trois... Enfin, d'abord, tenter de répondre effectivement à vos interrogations et revenir sur deux, trois aspects que vous avez évoqués dans votre présentation. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait ce travail d'exégèse sur le livre, qui est un travail difficile, et j'y suis très sensible vraiment. Comme je suis sensible aussi d'être ici à Ombre Blanche, parce que j'ai une grande admiration pour cette librairie qui a une réputation nationale, et j'ai vécu un moment intense avec mon éditrice qui se pensait que le livre ne pourrait pas être publié au moment où je viendrai à Toulouse, et l'éditrice a eu ce mot extraordinaire: on ne peut pas, quand Ombre Blanche vous invite, on doit tout faire en sorte pour pouvoir y répondre convenablement. Et donc elle a changé d'imprimeur pour que le livre sorte, effectivement, soit disponible le 6 octobre. Donc voilà, je voulais vous manifester ma reconnaissance aussi à l'égard d'Ombre Blanche et de ses responsables. C'est très important, notamment pour la diffusion, la promotion, le transfert de connaissances, de travaux de recherche auprès d'un public plus large de citoyens éclairés, intéressés. Voilà. Donc, premier, petite introduction. Deux, vous avez évoqué aussi effectivement mon histoire personnelle que j'évoque dans l'introduction, et je crois qu'elle est, comment dirais-je, elle marque incontestablement cette histoire personnelle, ma façon, mon rapport à l'écriture et aux idées que je tente d'exposer dans cet ouvrage. Je suis issu de milieux très populaires et paradoxalement, j'avais une vision de la culture, du livre, quasiment sacralisée et idéalisée, et du monde académique quasiment sacralisé, idéalisé. Et d'une certaine façon, ce livre est un témoignage, en quelque sorte, d'une sorte de désenchantement, mais en même temps de passion, et de comprendre, de mieux comprendre comment dire, les enjeux pour lesquels le savoir pouvait être important, les enjeux politiques, notamment autour du savoir, et avec d'autant plus, j'ai abordé ces questions-là avec d'autant plus de passion et d'enthousiasme qu'en quelque sorte, je savais le prix à payer pour passer effectivement d'un milieu très populaire à un milieu académique dans lequel, effectivement, j'ai perdu des illusions, mais j'ai acquis incontestablement une passion intellectuelle qui est en même temps une passion politique dans le bon sens du terme. Donc, je voulais vous évoquer ces points-là. Troisième, alors pourquoi, en quelque sorte, oui, le livre, je suis passé d'À quoi nous sert le droit à ce livre-là. Je crois À quoi nous sert le droit était en quelque sorte une analyse plutôt de la pratique juridique. Et en même temps, en travaillant sur la pratique juridique, je me suis aperçu que d'abord il y avait une confusion
qui est très très intéressante sociologiquement, souvent entre la pratique juridique et la recherche, et la science du droit. La science du droit est une science du droit qui est au service de la pratique juridique. Alors que la conception, je dirais, d'un chercheur de sciences sociales comme je tente de l'être en quelque sorte, c'est de considérer le droit avec beaucoup d'intérêt, parce que le droit est un extraordinaire révélateur du fonctionnement des sociétés et des évolutions et des transformations des sociétés. Et d'une certaine façon, il y a toujours cette surprise extraordinaire que j'avais évoquée aussi en parlant de à quoi nous sert le droit, c'est le fait que les sciences sociales ont oublié pendant longtemps cet intérêt du droit comme un révélateur de transformation des sociétés. Et parce que c'était, en quelque sorte, le droit était très présent dans la pensée des grandes figures fondatrices des sciences sociales, de la sociologie notamment. Le droit apparaissait comme un révélateur et l'instrument rendant possible des théories générales de la société et des théories de transformation de la société au moment notamment de la révolution industrielle de la fin du 19e au début du 20e. Et cet intérêt pour le droit a disparu en quelque sorte. Le droit a été en quelque sorte honni d'une part par la sociologie très influencée par la pensée marxiste, et le droit donc était quelque chose un objet disqualifié d'une certaine façon, c'était le droit des dominants. Et puis aussi, mais on pourrait en discuter avec les collègues de sciences politiques, la science politique est née en quelque sorte d'une scission avec les facultés de droit, et elle a pendant longtemps n'a pas cessé en quelque sorte de régler son problème institutionnel avec les facultés de droit, en transformant le débat, en le mettant au niveau épistémologique et en tentant de montrer que le droit n'avait aucun intérêt comme objet de recherche. Donc, je crois que c'est l'idée qui est venue à partir de à quoi nous sert le droit, c'est de dire, je vais travailler cette fois-ci non pas sur la pratique même, mais je vais travailler sur ce que la science que se donne le droit à lui-même. Qu'est-ce qu'elle dit et pourquoi il y a une science du droit. Et en quelque sorte, tout mon souci était aussi de désingulariser, je crois, le statut du droit. C'est-à-dire, et de montrer dans cet ouvrage, ce qui a été pour moi une découverte d'une certaine façon, qu'il y avait un extraordinaire parallélisme dans les transformations des savoirs sur le droit et les transformations des savoirs sur la société et les transformations des savoirs sur la nature. Effectivement, qu'on était passé d'un temps de certitude dans lequel on avait une vision en quelque sorte mythifiée du droit, une culture de la transcendance du savoir juridique et du droit lui-même en quelque sorte, qui est au-dessus des individus. Et puis la même chose du côté de la nature. Ce que j'analyse, c'est ce passage dans le temps des certitudes à des visions mythifiées des savoirs, donc des savoirs sur le droit, des savoirs sur la société, des savoirs sur la nature, à une conception dans laquelle on remet en cause et remise en cause la vision verticale, hiérarchique, top-down, comme disent les anglo-saxons, de ces savoirs-là. Et donc, avec un problème qui est un enjeu qui est très très important, c'est si on considère que ces savoirs doivent pas être au-dessus des citoyens, mais avec les citoyens. Donc, il y a un fort enjeu politique, un fort enjeu démocratique, et dans les trois domaines de savoir, dans le domaine du savoir sur le droit, dans le domaine des savoirs sur la société, et dans le domaine des savoirs sur la nature. Et que un des enjeux, et je suis finalement la suite de cet ouvrage, et de cet engagement dans cet ouvrage qui a été 5 années de travail pour moi, avec beaucoup de lecture, de documentation, notamment parce que je ne connaissais pas bien la sociologie des sciences, la sociologie, histoire, philosophie des sciences. Donc il a fallu que je lise beaucoup pour savoir s'il y avait effectivement un parallélisme avec les savoirs sur le droit et les savoirs sur la société. Et ce qui apparaît, si vous voulez, c'est je considère que d'où l'usage du concept de matrice juridico-politique, c'est-à-dire de considérer que on peut pas analyser les savoirs en soi,
mais qu'il faut reprendre et adhérer à l'analyse de Michel Foucault quand il dit en quelque sorte les rapports entre savoir et pouvoir sont extrêmement forts. Ils sont interreliés en quelque sorte. Les savoirs évoluent en fonction du pouvoir. Le pouvoir aussi d'une certaine façon tient compte de ce qui se passe, il se sert éventuellement de ce qui se passe dans le domaine des savoirs. Donc le point je crois que l'enjeu, pour dire les choses de façon très, très schématique, l'enjeu extrêmement important que je tente de mettre en valeur dans ce livre, c'est l'enjeu du statut des citoyens et du rapport des citoyens au savoir, et changer d'un rapport qui est un rapport de domination, en quelque sorte, des savoirs sur les citoyens, à un rapport qui serait un rapport véritablement démocratique, dans lequel ce que pense le citoyen, ce qu'il attend, ce que sont ses aspirations, serait pris en compte dans les trois domaines. Pour vous donner un exemple très concret, je viens de vivre une expérience extrêmement forte en suivant la Convention citoyenne sur la fin de vie. J'ai passé donc les 6 mois de la Convention à faire un travail d'ethnographie, à observer ce qui se passait, à parler beaucoup avec les 184 citoyens qui étaient engagés dans cette extraordinaire aventure. Et là, on a l'exemple même d'un enjeu très très important. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte d'une certaine façon, à travers l'usage des savoirs, est-ce qu'on accepte de remettre en cause une vision hiérarchique et suivant laquelle les citoyens sont récepteurs des savoirs, mais ne sont pas admis comme coproducteurs éventuellement des savoirs, ou impliqués en tous les cas dans le développement, dans la connaissance, dans les usages qui sont faits des savoirs. Je crois que c'est, pour synthétiser d'un mot, d'où la matrice juridico-politique, c'est ce qui me permet de mettre en valeur, si vous voulez, ce rapport incontestable et ces interrelations très très fortes entre savoir et pouvoir. On est dans une période une période test en quelque sorte, période historique test, qui est si on remet en cause la vision hiérarchique, pyramidale, verticale dans le domaine des savoirs, cela a un rapport avec la remise en cause aussi d'une conception hiérarchique, verticale, pyramidale par rapport du point de vue de la vie politique, de la vie démocratique, et un des enjeux donc très très importants, c'est est-ce que les citoyens peuvent être partie prenante en quelque sorte dans l'évolution du savoir. Alors le droit de ce point de vue-là me paraît extrêmement intéressant parce que c'est probablement à la fois le plus réticent à cette évolution vers une démocratie où il y aurait une beaucoup plus forte implication des citoyens, et un des plus réticents et un des plus habiles, d'une certaine façon, pour y échapper. Notamment parce qu'on va mettre en place une science du droit qui vise très majoritairement à célébrer la vision hiérarchique, verticale, pyramidale, effectivement, du fonctionnement de la société. Et en quelque sorte, j'ai à l'esprit là, pour vous donner un exemple, parmi une illustration parmi beaucoup d'autres, donc un député européen qui, après la Convention citoyenne, où en quelque sorte il y a eu une expérience extraordinaire d'implication des citoyens, c'était impressionnant et je dirais bouleversant. Les citoyens sont rentrés dans ce dossier très complexe de la fin de vie. Et au bout de la 5e ou la 6e session, vous aviez des échanges dans l'hémicycle de gens qui faisaient honneur à la démocratie. Ils avaient lu les dossiers, les documents qu'on leur avait donnés, ils avaient pris des contacts, ils avaient sollicité des experts, et ils étaient capables d'avoir un débat politique très fort, parfois avec des différences de position, mais le respect de la personne, malgré effectivement la position différente qu'elle pouvait tenir. Donc, c'est en quelque sorte pour revenir à ce député européen, donc dit mais écoutez c'est pas possible. Comment peut-on laisser traiter par des gens ordinaires, le mot ordinaire m'a beaucoup choqué, par des gens ordinaires des questions aussi importantes, aussi vitales pour la société. Donc le problème c'est oui, est-ce que effectivement on ne peut pas mettre en place des structures, des procédures qui permettent à des citoyens ordinaires, entre guillemets, de participer au fonctionnement démocratique. Et la question, vous le savez, se pose d'autant plus que nous sommes dans une situation de crise de la démocratie représentative et donc de
de recherche, je crois que c'est notre devoir d'intellectuel notamment, de recherche effectivement de solutions qui permettraient de dépasser effectivement cette crise de la démocratie représentative. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais, ce qui est difficile à faire justice à votre propos, c'est de montrer justement ce lien que vous faites entre la question épistémologique, c'est-à-dire comment les savoirs sur le droit, sur la nature ou sur la société se sont construits, et la dimension politique de votre propos. Alors peut-être on peut creuser un tout petit peu ça. La question épistémologique, peut-être en prenant un exemple, ce que vous montrez dans la première partie du livre, si je compare le droit et les savoirs sur la nature, vous montrez comment, dans ces deux champs-là, académiques, les savoirs se sont construits, ont construit leur légitimité, en invoquant, c'est une des ruses de la raison juridique et scientifique, en s'affirmant comme neutre par rapport aux politiques. La neutralité axiologique du droit, le droit est une solution technique, un ordre auto-fondé, la science du droit fondée par quelques grands théoriciens, des noms comme Kelsen ou des auteurs de cet ordre-là, et dans le champ des savoirs sur la nature, cette même idée que le savoir scientifique sur la nature est capable d'énoncer des lois générales qui n'ont aucune interaction avec le champ politique. Et vous mobilisez. Alors c'est un livre qui est très érudit et en même temps c'est une érudition qui n'est pas ostentatoire. C'est votre rapport très humaniste au savoir, en fait. C'est l'intellectuel qui cherche les réponses aux questions qu'il se pose dans un immense champ de lecture. Et vous mobilisez notamment dans ce chapitre sur la nature tout l'apport de ce qu'on appelle les Science and Technological Studies. Par exemple, si je prends un nom français très connu de vous tous, sans doute, c'est Bruno Latour. Alors Bruno Latour, il a été connu du grand public pour ses engagements écologistes, mais c'est quelqu'un qui a été un sociologue des sciences très important parce qu'il a contribué à donner, par ses travaux, un autre regard sur le travail scientifique. Alors, ces travaux ont pu être critiqués comme quelqu'un qui est relativiste, constructiviste et donc déconstructeur du mythe de la science apolitique. Voilà, c'est des travaux de ce type-là que vous mobilisez pour montrer. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre comment les savoirs scientifiques se légitiment, construisent leur légitimité académique, intellectuelle, en se coupant effectivement. Et cette coupure entre les experts et les profanes étant les simples citoyens, les non-sachants. Voilà, c'est de cette façon, je ne sais pas si je rends compte de votre pensée, comment vous passez de la question épistémologique à la question politique. Et alors effectivement, la démonstration dans le droit, elle est très... si vous permettez... Oui, je crois qu'elle est très forte dans les trois domaines. Enfin, elle est particulièrement forte dans le domaine du droit et dans le domaine de la nature. De la nature. C'est-à-dire... passer de l'épistémologique au politique, on peut le faire à partir du moment où on observe quel est, dans ces différents savoirs, le rapport à ce que j'appelle le social, comme un terme générique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la société, ce qui se passe par le bas dans la société, dans les effervescences de la société, avec les citoyens ordinaires. Et ce qui est très frappant dans le temps de certitude, et c'est particulièrement frappant pour ce qui concerne les savoirs sur le droit, mais c'est vrai au moins dans les savoirs sur le droit et les savoirs sur la nature. C'est-à-dire que le social, au sens où je viens de le définir très rapidement, ce qui se passe dans la société, les effervescences, les choses ordinaires, les fonctionnements ordinaires de la société, est profondément rejeté par ces savoirs sur le droit et la nature, dans le temps des certitudes. Pour le droit, c'est très flagrant, c'est-à-dire il va y avoir un rejet du social, le social avec une crainte de la contamination. Le social, si on prend en compte le social, il va venir perturber l'ordonnancement logique, la beauté, l'art du droit, en quelque sorte. Donc il y a une conception à la fois, comme je disais tout à l'heure, de la transcendance, de l'ordre de la transcendance et presque aristocratique, c'est-à-dire
il ne faut pas que le savoir sur le droit soit gâché. Et la pratique du droit, légiférer est un art. Et donc, on ne peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas confier à des gens ordinaires, précisément. Et il y a donc il y a un rejet, et ce rejet était aussi très présent dans les sciences de la nature, en quelque sorte. La science doit pouvoir travailler de façon autonome par rapport à la société, aux demandes, aux aspirations de la société. Et donc là, on a une vraie subversion réelle et possible. C'est-à-dire le passage au temps des incertitudes, c'est de dire le droit ne peut pas fonctionner et ne peut plus fonctionner en étant complètement autonome par rapport au social. Et donc, par exemple, il faut que maintenant le droit se tourne vers les sciences sociales, travaille avec les sciences sociales pour savoir ce qui se passe dans la société, ce à quoi les gens qui composent une société aspirent. Donc, et de la même façon, ce que disent les spécialistes en sociologie des sciences, philosophie, histoire des sciences, c'est, d'une certaine façon, il n'y a pas de science en soi, là aussi dans une conception transcendante, avec un S majuscule. Alors, il y a un des sociologues des sciences, Dominique Pest, parle de les certitudes transcendantes de la science, quoi. Et donc là, c'est de dire, et ce que disent les spécialistes de sociologie des sciences actuelles, ils disent, mais maintenant la science doit être coproduite. Elle est forcément la science dure, la grande science. Elle est toujours dans une société donnée, dans un contexte historique. Elle est dans des rapports complexes avec le pouvoir. Et donc, elle est, d'une certaine façon, il faut admettre qu'elle est coproduite. Il faut, par conséquent, quand on travaille sur la science, travailler aussi sur ce qui se passe dans la société et en quoi la société réagit par rapport à la production scientifique. Alors, pour éclaircir un peu votre pensée, préciser, dans ce chapitre sur les sciences de la nature, ce dont vous parlez, alors c'est pas tant des choses qu'on connaît, c'est-à-dire les usages politiques des sciences. Je peux prendre des exemples, par exemple, comment on a pu utiliser l'anthropologie au service du projet colonial. Moi, il m'a semblé que c'est pas ça. Ces choses-là sont connues. C'est un autre point de liaison que vous faites entre les sciences de la nature et la société. C'est plutôt c'est par la question de la responsabilité des sciences. Vous mobilisez notamment les ouvrages, les travaux d'Ulrich Beck, c'est-à-dire l'idée que dans ce temps désenchanté, qui est le basculement entre le temps passé des certitudes et le temps actuel, où on a renoncé, par exemple, à accoupler systématiquement science et progrès. Comment on en est arrivé à ce moment des incertitudes? C'est parce que on a vécu. Quand je dis on, c'est pas les savants, mais c'est tout le monde, le corps social, les conséquences de certaines avancées techniques et scientifiques. Et c'est la question en fait de la responsabilité des savants qui est posée. Mais peut-être pas seulement, si vous permettez. Oui, la question des effets de la science et des usages de la science. Qui doit faire l'objet, normalement, dans une conception démocratique, de débat avec les citoyens, ceux qui vont en subir les effets ou en bénéficier des effets. Je crois que effectivement, c'est un enjeu très très important. Mais il y a autre chose aussi. Il y a l'idée que le monde scientifique n'est pas un monde religieux, effectivement, dans la transcendance dans laquelle on pratique le culte de la vérité avec un V majuscule. En fait, c'est un milieu humain, profondément humain, dans lequel il y a des rapports de pouvoir, dans lequel il y a des travaux que je cite, je crois, dans l'ouvrage, qui sont très significatifs sur le fait qu'il y a une discrimination à l'égard des femmes. Il y a des rapports masculins-féminins qui sont des rapports de pouvoir et qui jouent incontestablement sur ce que ça produit du point de vue des vérités scientifiques, entre guillemets. Alors, on a parlé du droit, on a parlé des sciences de la nature, on n'a pas trop parlé de l'autre objet, la société. Dans ce chapitre-là, et dans les deux parties de l'ouvrage, le temps des certitudes et des incertitudes, là aussi, le lien entre la réflexion épistémologique et les enjeux politiques. Alors, j'ai compris, moi, que ça passait par la question de l'émancipation. En fait, vous revisitez la façon dont les sciences de la société, et notamment la sociologie,
se sont construites, ont construit leur légitimité, leur méthode, leur paradigme. Et vous évoquez toutes les théories critiques des années 70. Vous avez cité Michel Foucault, la pensée marxiste qui a renouvelé le savoir sur le social. Mais ce que vous dites de ce moment critique-là, ce que je comprends, c'est que vous cherchez à le dépasser et vous citez beaucoup les travaux d'Axel Honneth et de la façon dont Axel Honneth lui-même revisite l'école de Francfort avec son projet d'émancipation. Ce que vous dites de ces auteurs, de ce moment critique des années 70, c'est que donc ce savoir est utile, hein, de montrer le lien entre les savoirs et le pouvoir, de montrer que le savoir peut être un instrument au service de la domination, mais que l'horizon du coup critique, c'était la révolution. Comment sortir de cet état? Comment les citoyens réduits à des non-experts, à des non-acteurs de leur propre destin pourraient sortir de cette situation de domination par les sachants et par les puissants? C'est la révolution, c'était l'horizon. Et vous citez beaucoup les travaux d'Axel Honneth qui proposent un autre horizon qui est celui de l'émancipation du sujet. Alors, est-ce que vous voudriez dire... Oui, alors, oui, tout à fait. Merci. Effectivement, on n'avait pas beaucoup parlé de ce volet de mon écrit, c'est-à-dire les savoirs sur la société. Ce que je tente de souligner, c'est que ces savoirs sur la société, y compris dans leur version la plus progressiste, dans le temps des certitudes, ont une tendance dominante, en quelque sorte, à construire des théories, des métathéories, ou des méta-récits qui laissent les gens ordinaires, les citoyens, dans un état de passivité et de fatigue. Il y a quelque chose de l'inéluctable dans les métathéories du temps des certitudes dans le domaine des sociétés. D'écrasant. Et qui ne laisse pas place, effectivement, à la possibilité des citoyens, en quelque sorte, de se révolter, d'avoir des stratégies, qui ne laisse pas la place aux citoyens. Et je parle des théories de la domination, par exemple, qui, de ce point de vue-là, avec des évolutions qui sont intéressantes chez Foucault et chez Pierre Bourdieu, qui vont reconnaître quand même que, à travers notamment chez Foucault l'idée de subjectivité, que le citoyen peut devenir, n'est pas un être passif et simple récepteur des grandes théories, des métathéories d'évolution des sociétés, mais qui peut éventuellement agir, qui peut être un acteur. Je crois que l'enjeu, c'est ça. Tout l'enjeu, c'est comment le citoyen, plutôt que de regarder ébahi, éventuellement admiratif ou fataliste, les grandes théories d'évolution des sociétés, se pose la question de savoir, et là-dedans, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que je suis simplement là un récepteur, ou est-ce que je peux devenir un acteur? Je crois qu'il y a un enjeu très très important et une conscience très vive. Actuellement, me semble-t-il, à travers les courants de la sociologie pragmatique, qui retrouvent d'ailleurs une vieille tradition de la philosophie pragmatiste américaine, de considérer que les citoyens ne sont pas simplement des récepteurs des grandes théories, mais peuvent être les acteurs, y compris les plus démunis, les citoyens les plus démunis, peuvent être des acteurs qui, en quelque sorte, tentent de contredire le destin auquel ils sont en principe assignés. Et je mets l'accent là sur des travaux qui ont été relativement marginalisés, qui sont redécouverts, du côté de l'histoire, avec Thompson, sur le milieu ouvrier anglais, du côté de l'anthropologie avec Scott. Je donne beaucoup d'exemples d'auteurs qui ont mis en valeur précisément le fait que des citoyens, des individus dans les conditions les plus défavorables, les plus démunis, sont capables, dans certaines circonstances, de tenter de maîtriser leur destin, de le faire dévier en quelque sorte. Et ce qui renvoie à autre chose aussi, c'est-à-dire probablement à des méthodes d'observation des réalités sociales qui ne visent pas, à travers des grandes enquêtes ou à faire de la métathéorie précisément,
mais à comprendre ce qui se passe dans la société elle-même, dans sa conception la plus ordinaire. J'ai une phrase magnifique d'une citoyenne qui était là comme représentante d'Atelier Carmonde à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et elle me dit, donc j'avais des conversations extraordinaires avec les citoyens, elle me dit, ah c'est quand même bien, vous êtes vraiment maintenant là, ça existe, en bas il y a des choses, hein, on a des choses à dire, on a des choses à faire, et il faut qu'on est là pour témoigner. Donc elle avait investi sa fonction de citoyenne. Et ça suppose du côté des sciences sociales, précisément des méthodes qui permettent de travailler. C'est pour ça que je mets en valeur l'ethnographie, la micro-histoire. Je reprends les théories de Passeron sur la pensée par cas, etc. C'est-à-dire une autre façon d'aller dans les profondeurs de la société pour y chercher non pas simplement pour faire le constat qu'il y a beaucoup d'inégalités, que les gens sont défavorisés, etc., sont écrasés d'une certaine façon, mais ils ont toujours réellement ou potentiellement la possibilité d'être acteurs, et ils le sont dans certaines circonstances, et c'est quelque chose qu'on doit, en quelque sorte, il revient au savoir sur les sociétés, de valoriser cette espèce de, non pas d'unilatéralité, en quelque sorte, du haut de la société vers le bas, mais que le bas, il y a des effervescences, des révoltes, des réactions, des pensées, des engagements. J'ai vu à la Convention citoyenne des gens qui sont, si on leur donne l'opportunité, ils sont capables à la fois de concilier leur travail dans l'entreprise et puis le soir de lire des documents sur la fin de vie pour être des vrais interlocuteurs et des citoyens qui participent à la conception de la loi, j'espère. Je me pose la question de savoir s'il n'y a pas quand même un tas d'obstacles, pas tant épistémologiques et scientifiques que institutionnels et académiques. Est-ce que les facultés de droit, telles qu'on les connaît en France, vont renoncer à cette idée d'une science autonome? Est-ce qu'elles sont prêtes à rentrer en dialogue avec les autres sciences sociales, mais réciproquement aussi? Est-ce que les autres sciences sociales sauraient quoi faire de nous autres juristes et de notre savoir, de nos méthodes, si tant est que nous en ayons? Et puis, une dernière question, c'était sur les relations entre le droit et la nature. Est-ce que dans les choses qui frémissent et qui vous laisseraient à penser que votre programme épistémologique, là, peut-être, est en train qu'il y a quelque chose qui germine, est-ce que dans l'émergence de nouvelles catégories juridiques pour appréhender la nature, vous voyez la trace de ce programme épistémologique? Je pense par exemple à la notion d'écocide, qui est poussée par, alors c'est conforme à votre propos du coup, qui est poussée non pas par le haut, mais par en bas, from below, par les collectifs, les actions militantes qui se saisissent de la question écologique pour faire surgir, par exemple, la notion de préjudice écologique, pour donner un statut juridique à des choses non humaines, les fleuves, la nature. Voilà, c'était mes deux dernières questions, oui. Elles sont un peu grosses peut-être. Sur le premier point, en ce qui concerne le droit, moi, ma conviction... Alors, effectivement, j'ai trouvé... D'abord, j'étais ravi de désenclaver les savoirs sur le droit, et parce que c'est un des points qui n'est pas négligeable dans ma thèse, c'est-à-dire les savoirs sur le droit, ils sont pas à côté, ils ne sont pas exceptionnels par rapport... En fait, ils sont en train de vivre... Les savoirs sur le droit sont en train de vivre exactement les mêmes problèmes que vivent les savoirs sur la société ou les questions que ça pose du côté des savoirs sur la société et du côté des savoirs sur la nature. Et je pense que ce désenclavement qui est très entretenu par le monde juridique avec l'idée en plus de le justifier par la science, entre guillemets, une philosophie, une théorie du droit qui vise à entretenir en fait cette conception unique, spécifique, exceptionnelle du droit et du droit lui-même comme un univers en quelque sorte qui n'est pas qui est dans l'exceptionnalité en quelque sorte. Or, de mon point de vue, autarcique. Et de mon point de vue, il ne l'est pas. C'est-à-dire que la preuve, c'est que les transformations qu'on observe dans la loi sont exactement celles qu'on observe dans le domaine des savoirs sur la société et dans le domaine des savoirs sur la nature. Et pourquoi? Mais parce que en quelque sorte, voilà, on est
Le droit n'est plus en mesure, il est plus capable de faire un travail de faire œuvre de codification. C'est fini. C'est-à-dire c'est fini l'idée du grand législateur, j'en ai connu un, j'ai collaboré avec lui, Jean Carbonnier, qui dans son cabinet, en quelque sorte, élabore, en parlant de l'art juridique, en pratiquant l'art juridique, élabore une loi qui est parfaite du point de vue des concepts juridiques eux-mêmes. Et donc une sorte d'auto-référentialité qui est complètement célébrée, mais ça ne marche plus. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Et je pense que c'est pas parce que je me suis mis avec quelques-uns, avec André-Jean Arnaud, on s'est intéressé à ce qui se passe dans la société, aux sciences sociales, pour parler du droit. C'est pas nous, c'est le fait que le monde juridique lui-même, une partie du monde juridique lui-même, se rend compte qu'il ne peut plus fonctionner s'il ne se préoccupe pas de ce que se passe réellement dans la société, dans toute sa complexité. Et c'est très frappant de voir au niveau international que vous avez de ce point de vue-là une extraordinaire ouverture aux sciences sociales. Pour prendre un exemple qui est sans doute caricatural, dans les five universities américaines, maintenant dans les law schools, une des pratiques, c'est de dire aux étudiants brillants, bon, d'accord, c'est bien, vous savez ce que c'est que le droit, etc. Vous allez aller faire une thèse de sociologie, puis vous revenez après nous voir. C'est inouï, quoi. C'est un changement extraordinaire. C'est-à-dire, et c'est vrai que je me rends compte moi-même dans mes contacts nombreux avec les collègues juristes que là, il y a un intérêt, une curiosité qui se manifeste à l'égard du social parce que ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent plus la possibilité de faire de façon autonome, autoréférentielle, de produire du droit. Là, on est engagé dans un programme international sur la place du citoyen dans la fabrication de la loi. Dans ce programme international, toute la place est laissée aux sciences sociales, c'est-à-dire aidez-nous à dire comment, effectivement, par rapport à l'état de la société, par rapport à ce à quoi elle aspire, comment on peut légiférer. Donc, je pense que ça, voilà comment ça s'explique. Je pense qu'il y a une évolution qui ne tient pas à la dynamique des savoirs eux-mêmes, mais qui tient pour des raisons politiques, qui est l'impossibilité dans laquelle on ne peut plus légiférer comme on légiférait au moment du Code civil. Voilà, on va dire les choses très rapidement. Et lui-même, Carbonnier, d'une certaine façon, est un précurseur. Il m'a fait venir un peu par un grand hasard pour tout le courant de réforme du Code civil, en tant que sociologue, en disant, en fait, il y a une perte de croyance dans le droit, et pour retrouver une adhésion, une légitimité du droit, il faut que, d'une certaine façon, on sache ce qui se passe dans la société. Donc il y a une sorte d'obligation là d'aller voir vers le bas, en quelque sorte. Je crois que c'est le premier, le deuxième, c'était sur la nature. Oui, l'émergence de catégories juridiques qui portent un autre regard sur la nature, par exemple. Oui, alors, les notions d'écocide. Alors, je crois que là aussi, c'est un des domaines dans lequel, comme pour le droit, c'est extraordinaire, les ressemblances, les parallélismes en tous les cas. C'est-à-dire que c'est l'anthropocène, c'est-à-dire que c'est la nature, c'est l'homme dans la nature. Enfin, il y a en quelque sorte le côté social, au sens du terme tel que je l'ai employé tout à l'heure, est incontournable d'une certaine façon. Le réchauffement climatique, ça ne se fera pas sans les citoyens. Et on a vu que la Convention climat ça avait été compliqué en réalité, mais moi je crois beaucoup qu'il y a quelque chose qui s'amorce et qui est probablement inéluctable. C'est d'une certaine façon, d'abord, dans beaucoup de cas, on le voit dans beaucoup de cas, la science doit rendre des comptes, notamment sur les effets de ce qu'elle produit. Elle doit rendre des comptes à travers la façon de pouvoir instrumentaliser éventuellement ce que la science produit. Et puis d'autre part, les individus sont, nous, vous, moi, on est confrontés en quelque sorte à des phénomènes qui nous concernent dans notre vie quotidienne, dans notre survie, je dirais, et pour laquelle, donc, en quelque sorte, de plus en plus, les citoyens demandent la parole. Allô, vous m'entendez? Oui. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jacques. Bon, bien évidemment, je n'ai pas lu le livre, mais je crois qu'on a eu un aperçu assez complet et qui donne à réfléchir. Et en fait, je voulais
partager, j'ai une sorte d'épiphanie en vous écoutant, et donc c'est une sorte d'hypothèse que j'aimerais partager comme, sous forme de question. J'ai entendu 2-3 mots qui m'ont fait schling, comme c'est fini. Il y a très peu de minutes, vous avez dit c'est fini, c'est fini. Et puis on a parlé de la vérité avec un grand V, du S, la science avec un grand S. Or, ça m'a donné l'idée qu'en fait, depuis 30-40 ans, sur le côté épistémologique, on parle de la postmodernité, qui est venue un petit peu relativiser la modernité avec la raison avec un grand R, la vérité avec un grand V, etc. Et ça, c'est peut-être c'est un mouvement qui a déjà 40 ou 50 ans. Et il y a encore 30 ans, on voyait ceux qui défendent la modernité comme quelque chose de négatif, voire de réactionnaire. Et donc, j'ai l'impression que ton livre, aujourd'hui, si on pense de façon dialectique, on a eu le moment négatif du postmodernisme qui était quelque chose qui détruisait nos convictions, et que ton livre fait partie d'un nouveau moment dans la postmodernité qui serait un moment dialectiquement positif, qui ouvre un moment où, ok, c'est fini, bon, ok, c'est fini, mais on ne va pas rester dans le moment négatif, on va rentrer dans le moment positif. Est-ce que ça peut correspondre ou pas ? Tout à fait. D'abord, merci de reprendre effectivement les termes de modernité, postmodernité, parce qu'on pourrait. J'ai moi-même hésité, c'est-à-dire entre. Oui, j'ai hésité moi-même entre tant de dessins. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est parce que j'ai retrouvé le terme d'incertitude tel qu'il était apparu dans un article, une série du Monde. L'enjeu de l'incertitude était extrêmement approprié par rapport aux analyses que je faisais. Et puis, par le caractère polysémique qu'ont pris les termes de modernité, de postmodernité, surtout postmodernité, donc on savait plus très bien où étaient les frontières, de quoi il s'agissait. Donc j'ai pris des termes en quelque sorte plus concrets. Mais oui, moi je suis le précepte de Gramsci, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc ça fait penser à ça. Quand je vis cette expérience dont j'ai parlé tout à l'heure très, très rapidement de la Convention citoyenne sur la fin de vie, je vous assure que j'ai passé des moments qui étaient bouleversants. Il y a une dernière session dans laquelle les 184 citoyens ont désigné 6 personnes, 3 femmes, 3 hommes, pour rédiger et pour proclamer un manifeste. Mais je croyais que c'était magnifique, parce que leur propos est de dire nous avons travaillé à 184. Le problème, ce n'est pas le problème de leur représentativité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Tout ça, elles sont bien amusées avec leurs jouets, là, mais ils ne sont pas représentatifs. Donc je trouve ça absolument scandaleux. Surtout quand la parole du citoyen dans le manifeste, c'est de dire citoyens français, tous, vous avez le droit à la parole. Dites ce que vous pensez de nos propositions, ou éventuellement corrigez-les, remettez-les en cause, etc. On vous passe le relais. Donc il y a une potentialité à l'intérieur de la société, à l'intérieur des sociétés, qui effectivement mérite d'être prise en considération et mérite d'être encouragée d'une certaine façon. Et toute la question, c'est quelle est notre responsabilité de chercheur dans cette affaire ? Quelle est notre responsabilité de chercheur ? C'est-à-dire, par exemple, de façon très modeste, moi j'ai constaté que la Convention citoyenne sur la fin de vie, donc il y avait des dizaines et des dizaines de journalistes qui étaient là à toutes les sessions, et les seuls rapports qui étaient faits dans les médias, c'est de dire là, il y a une telle proposition, elle va peut-être entrer dans la stratégie politique du gouvernement, dans le projet de loi, etc. Rien n'était dit sur ce qui se passait dans la Convention, sur cet acte extraordinaire où les gens faisaient un travail admirable, qui moi m'a bouleversé. Et ce qui montre que et on a donc je crois que le devoir qu'on a, moi j'ai fait indigner une tribune dans Le Monde pour dire attendez, dites un peu, parlez de ce qui s'est passé dans la Convention même et ce qu'ont été les comportements des citoyens dans la Convention. Donc je crois je ne suis pas un fataliste, c'est-à-dire je ne veux pas laisser le public sans voix et vous laisser sans voix. Au contraire, je pense que, et c'est là qu'on a une responsabilité de chercheur, c'est de mettre en valeur ce que sont les potentialités
et peut-être les exigences, effectivement, maintenant dans nos sociétés, effectivement, de donner la parole aux citoyens, dans des formes qui restent à définir, etc. Et je ne suis pas naïf, en même temps, je sais qu'il y a des risques d'utilisation un peu, je dirais, machiavélique, en quelque sorte, de faire semblant de donner la parole aux citoyens pour, en quelque sorte, mieux pouvoir gouverner de façon autonome, par rapport notamment au Parlement. Je ne suis pas dupe, mais je crois en même temps que, je crois très très fort, si tu veux, à ce parallélisme des transformations des savoirs dont j'ai parlé, et ce qu'elle manifeste en quelque sorte de l'exigence absolue de prendre beaucoup plus en compte, et autrement, dans le domaine des sciences sociales notamment, autrement ce qui vient de la société. Très bien. Bonjour, je voudrais remercier infiniment Jacques Comaille d'être parmi nous aujourd'hui. Dans le cadre de Sciences Po Toulouse et dans cette librairie merveilleuse, je voulais remercier Valérie Larosa de son excellent travail de lecture et de révélation de cet ouvrage qui vient de sortir. Donc, on n'a pas eu tous les privilèges, oui, de lire encore. Je voudrais revenir sur deux questions pour écouter un tout petit peu Jacques sur ces points. Valérie s'est posé une question au moment de sa présentation, comment les droits rentrent en dialogue avec les sciences sociales. Et Jacques a évoqué à plusieurs reprises les juristes et les facultés de droit, cité les États-Unis, qui font appel aux sciences sociales. Je vais renverser cette question. Comment les sciences sociales rentrent en dialogue avec les droits? Parce que je pense que ça, c'est un vrai problème qu'on a connu très bien, les tensions que ça peut causer dans des espaces institutionnels ou des publications. On connaît bien, je dirais d'une façon peut-être exagérée, la non-réception des scientifiques du social par rapport au droit. C'est-à-dire une espèce de rejet du droit en tant qu'objet d'étude, parce que d'emblée considéré un corpus de pouvoir dogmatique, etc., les sciences sociales étant plus à même d'interroger les pouvoirs, etc. Et donc je crois qu'il y a là une préoccupation pour moi qui est les contraires en tant que sociologue de droit, c'est savoir comment fait-on pour briser cette résistance d'une certaine science de politique et de social par rapport aux juristes? Oui, je crois que je te remercie pour ta question, parce que je n'évite pas la question du dogmatisme éventuellement des sciences sociales par rapport au droit au monde juridique. Enfin, et je le vis dans mes entreprises diverses, voilà. De mise en valeur des sciences sociales du droit. C'est vrai que c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a incontestablement des préjugés de certains collègues, y compris de jeunes collègues que j'ai formés oui. à l'égard de l'univers juridique. Et ma conviction, alors peut-être que je suis un naïf, un peu trop naïf, mais ma conviction, c'est que on a besoin en quelque sorte des deux compétences. C'est-à-dire, je travaille en ce moment sur cette recherche dont je vous ai parlé sur la place des citoyens dans la fabrication du droit. Je travaille avec une juriste et je suis, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'il y a effectivement des phases en quelque sorte de techniques juridiques qui sont très importantes et qu'il faut pas éviter, sur lesquelles il faut travailler parce qu'elles ont un sens du point de vue sociologique. Et donc là, il y a un vrai problème, effectivement, le problème d'une interdisciplinarité avec les résistances des deux univers, mais une résistance qui n'est pas négligée du côté de l'univers des sciences sociales, qui au contraire, là, devrait être
très, très ouvert à la matière et qui ne l'est pas toujours. Et moi, par contre, je suis, notamment à quoi nous sert le droit, j'ai beaucoup navigué dans les facultés de droit. Et il y a une vraie, notamment de la part des jeunes collègues, des doctorants, des post-doctorants, des femmes aussi maîtresses de conférences. J'ai remarqué, qui ne sont pas au sommet de la hiérarchie, en quelque sorte, et qui manifestent une vraie curiosité, un intérêt a priori positif à l'égard de ce que disent les sciences sociales sur le droit. Donc là, il y a effectivement, il y a du travail à faire. Oui. Il y a du travail à faire, et tu as raison, c'est une vraie difficulté. Et là aussi, alors on est sur un autre registre, j'ai beaucoup investi sur l'interdisciplinarité, donc notamment dans l'ouvrage, mais au-delà, dans le cadre du réseau national des maisons des sciences de l'homme. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, je crois que la question, se saisir de la question de l'interdisciplinarité au sein même des sciences sociales, mais aussi avec les autres sciences, compte tenu des enjeux dont on a parlé, des enjeux climatiques, etc., dont on a parlé, qui sont très très importants, il y a nécessité, tout en préservant en quelque sorte ce qui est positif dans l'identité propre d'une discipline, de tenter de développer beaucoup des interrelations entre au sein des sciences sociales elles-mêmes et entre les sciences sociales et les autres sciences, les sciences et techniques. Je profite de l'occasion pour souligner l'importance de cet ouvrage de Jacques Comaille, de Interdisciplinarité sans concession, qui est un livre, je ne sais pas s'il est en vente ici en voilà, je le sorte là, c'est moi qui oui, parce que je pense que justement c'est un livre que nous ouvre beaucoup de schémas. Juste une petite question, après passer au reste du public. On a discuté ici avec Gérard Moget il n'y a pas très longtemps sur la question dont tu as évoqué tout à l'heure. Tu as parlé en termes de responsabilité de chercheur. Moi, je voudrais ton avis par rapport à cette question qui est très débattue, tu sais bien, là, dans les centres où je travaille à Coimbra, etc., sur la militance scientifique. C'est-à-dire quel est le rôle du scientifique, quel est le rôle du chercheur et de l'intellectuel en général par rapport à son possible engagement dans ces luttes qui viennent d'en bas. Donc, voilà, je pense que c'est une question que nous vivons tous les jours en tant que chercheurs et qu'il faut qu'on éclaircisse cette question. Parce que je me rappelle d'avoir débattu ça avec Moget, mais je dois avouer que ce n'était pas très clair pour moi son positionnement. Donc, je voudrais t'écouter là-dessus, Jacques Comaille. Oui, je crois que là-dessus, moi j'ai une position qui tient aussi, qui renvoie à ce que j'évoque dans l'introduction, c'est-à-dire à ma trajectoire personnelle, quoi. J'ai une espèce de bonheur et le sentiment d'avoir un extraordinaire privilège en étant payé, j'ai fait ma carrière en étant payé pour faire de la recherche et pour transmettre de la connaissance. Voilà. Mais j'ai le sentiment que ce bonheur-là a une contrepartie, c'est-à-dire une certaine exigence au plan éthique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un temps du travail de recherche en respectant toutes les exigences d'une démarche de recherche et un temps, d'une certaine façon, pour la militance. D'une certaine façon, une partie de mon propos ce soir, de notre propos, je crois que c'est un propos qui est tourné vers l'action. Voilà ce qui est en train de se passer. Il y a en quelque sorte, ça bouge du côté de la société par le bas, du côté des et ça s'inscrit dans une tradition. Il y a eu d'autres expériences dans l'histoire effectivement où ça bouge, y compris chez les gens les plus démunis. Donc il y a un côté là que je reconnais, mais je crois que il me semble qu'il y a deux phases et qu'il ne faut pas les confondre d'une certaine façon. C'est-à-dire faire d'abord le travail dans l'objectivité la plus grande, avec la plus grande rigueur, avec les méthodes dont on dispose, et puis ce qu'on produit, d'une certaine façon, se préoccuper de ce que ça devient socialement, de ce que ça peut devenir socialement. Mais je crois c'est pas la même chose. Là, voilà, le travail de recherche, pour moi, c'est pas la même chose que l'engagement militant.
et en disant ça, je respecte l'engagement militant, mais je pense qu'il doit venir comme une conséquence pour le chercheur. Son devoir, lui, l'exigence qu'il doit avoir du point de vue éthique, c'est de faire de la recherche qui soit la plus juste possible. Quand vous parlez comme ça, moi j'ai aimé parce que vous essayez de décloisonner les sciences. C'est très important. Edgar Morin le dit. Oui. D'accord. Maintenant, nous, aujourd'hui, cette question de droit, ceci et cela, j'espère que ce n'est pas une dispute entre scientifiques. Ce n'est pas une dispute entre scientifiques. Ah, parce que la science, vous avez parlé de science de la nature, science de la nature est elle peut être universelle, en quelque sorte, même s'il y a encore des croyances et tout ça, mais elle peut être universelle. Est-ce que le droit, la sociologie peuvent être universelles? D'autant plus qu'aujourd'hui, de la globalisation, ça complique la situation. Qu'est-ce que c'est la sociologie du monde? Voilà, c'est une question de profane. Oui. Bah, écoutez, moi j'y suis particulièrement sensible. Je l'ai évoqué d'ailleurs dans À quoi nous sert le droit, si vous voulez. C'est de faire attention quand on participe par notre travail de production de la connaissance à la construction d'éthique, d'une position éthique. C'est toujours de prendre garde à se demander d'où on parle. Et moi, je suis extrêmement sensible, alors surtout quand je travaille sur le droit dans cet univers de connaissances qu'est le droit, c'est un des univers de connaissances qui est le plus situé précisément, et donc on est dans un européanocentrisme, un occidentalisme en quelque sorte, qui ne veut pas se dire son nom, mais en considérant que la connaissance est située. Et est-ce qu'on peut prétendre à ce qu'elle soit universelle? Est-ce que les pratiques qu'on préconise prétendent à l'universel, ou ne faut-il pas relativiser et être très conscient de la différence des métacultures, en quelque sorte? Ça, je crois que c'est aussi un des points importants, surtout qu'on est dans la globalisation, l'internationalisation, et en fait l'eurocentrisme, l'occidentalisme est encore extrêmement fort dans ces domaines de connaissances. Il aborde dans le premier chapitre de la première partie en montrant, c'est une des ruses de la raison juridique européenne, produit dans un moment de l'histoire de l'Occident, de se faire passer pour universel. C'est le fameux discours de l'universalisme. Ça dans le premier chapitre. C'est pour ça que je suis très, très méfiant à l'égard de tout ce qui, en quelque sorte, laisse penser qu'on n'est jamais loin du religieux, du transcendant. Et qui laisserait penser que, par conséquent, si on est dans le transcendant, ça vaut pour le monde entier. Or, un émetteur, le lieu dont il parle est très, très important. Et c'est toujours de se demander en quoi ça influence, effectivement, la position qu'il promeut. La place, et dans le livre, vous êtes attentif au moment. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle le temps, c'est aussi le temps au sens du contexte historique. C'est situé dans l'histoire des sociétés, c'est un moment. Une connaissance produite qui est située historiquement, comme elle l'est socialement par les acteurs qui la produisent. Oui. On déclare la séance close, comme dans les... Merci infiniment. Merci à tous. Votre présence et votre attention. Je suis très sensible. Et merci à Sciences Po d'avoir organisé et merci à Valérie. L'esprit politique des savoirs de Jacques Comaille est paru aux éditions MSH. Il est auparavant l'auteur, entre autres, de Science dans la science, paru chez Alliance Athéna en 2014, À quoi nous sert le droit, paru chez Gallimard en 2015, et Les échelles des régulations politiques, paru chez Septentrion en 2019. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 5 octobre 2023, enregistrement, réalisation et mise en onde par Radio Radio, avec la collaboration de Radio Radio Plus et Radio Terre.